Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver soit sur YouTube si vous me regardez en vidéo, soit sur Insomnie hors de mon lit en podcast si vous m'écoutez. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélie Montin, je suis consultante sommeil, formatrice conférencière autour du sommeil et je vous accompagne épisode après épisode, à mieux comprendre votre sommeil et surtout à trouver des solutions qui vous soient adaptées pour dépasser vos troubles du sommeil, mieux dormir et donc mieux profiter de votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons explorer une approche qui intrigue, parfois qui surprend, parfois qui questionne. Il s'agit de l'homéopathie. Est-ce que l'homéopathie peut aider à mieux dormir? Est-ce que l'homéopathie peut s'appliquer à tous les types de troubles du sommeil? Quels sont les remèdes homéopathiques qui peuvent aider? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Et puis de façon globale, comment ça fonctionne sur notre équilibre hormonal, notre équilibre nerveux, sur notre terrain? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Collin. Aurélie a exercé en tant que sage-femme pendant de nombreuses années avant de tomber, entre guillemets, dans l'homéopathie. Elle s'est spécialisée autour de l'homéopathie et aujourd'hui, elle forme, elle transmet. Et dans le cadre de sa pratique, elle est bien sûr confrontée à des difficultés de sommeil et elle va vous en parler, elle va vous dire ce qu'elle fait. Elle a consacré des années à intégrer cette approche dans le suivi de ses patients et son regard sur le sujet va vous aider à y voir beaucoup plus clair et à vous apporter des pistes concrètes pour votre situation. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, c'est toujours utile. Mieux vaut avoir des notes plutôt que de se dire « Ah, c'est intéressant, j'y reviendrai » parce que là, vous êtes sûr que vous n'y reviendrez jamais. Donc, prenez de quoi noter et puis on plonge ensemble dans cette interview riche et passionnante. Aurélie Collin, bienvenue sur le podcast. Peux-tu nous parler, Aurélie, de ton parcours et de comment tu en es venue à t'intéresser à l'homéopathie? Parce que finalement, ton parcours dans la santé, il débute avant que tu te sois, on va dire, passionnée et intéressée à l'homéopathie. Raconte-nous un petit peu comment tu en es arrivée à ce que tu fais là aujourd'hui. Merci déjà Aurélie pour l'invitation. Alors moi l'homéopathie effectivement c'est pas arrivé tout de suite. Au début j'ai fait des études de sage-femme. Donc j'ai exercé pendant 20 ans le métier de sage-femme. Bon, maintenant je fais plus que de l'homéopathie uniciste, donc je t'expliquerai tout à l'heure la différence. Et pendant mes études de sage-femme, on m'a jamais parlé d'homéopathie, jamais, ou alors pour dire ça marche pas, laissez tomber, ça marche pas, voilà. J'ai eu mon premier enfant qui avait des gros problèmes de peau. Ça a commencé comme ça, en fait. Souvent, les gens qui arrivent à l'homéopathie, c'est parce qu'il leur est arrivé une histoire familiale, de l'eczéma, des croûtes de lait, voilà. Et j'en parle au médecin généraliste que je venais de choisir parce que je venais de déménager, qui est homéopathe, qui me dit on va lui donner de l'homéopathie, on va donner Éparsulfure. Et là je me suis dit c'est une blague, il est en train de donner Éparsulfure sur mon petit de 3 mois, enfin c'est pas possible quoi. Et en fait tout est parti, les croûtes de lait sont parties, la peau s'est améliorée en 24 heures. Et là je me suis dit ok, donc je vais m'y intéresser. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'homéopathie. Après, j'avais mes patientes aussi en consultation d'obstétrique qui me disaient mais vous pouvez tous les médicaments pour les nausées, vomissements de la grossesse ont été interdits les uns derrière les autres. Elle me disait mais vous pourriez pas me donner de l'homéopathie? Et je disais mais je sais pas utiliser l'homéopathie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Elle me disait mais formez-vous. Donc voilà, de fil en aiguille, je me suis formée. D'abord à une homéopathie plutôt pluraliste et puis après j'ai fait l'école d'homéopathie uniciste à Paris, de l'Institut homéopathique national français de Paris, 3 ans d'école, et puis j'y suis restée comme assistante, et puis maintenant j'y enseigne, et puis maintenant je fais partie de l'équipe de direction de l'école. Donc je suis complètement dans le monde de l'homéopathie. Voilà. Et oui, effectivement. Et je pense que quand on constate à quel point les choses peuvent fonctionner, après, on creuse, et puis on veut aider les gens avec ça. Et c'est marrant ce que tu dis, effectivement, que c'est souvent notre propre parcours qui nous y emmène. C'est le cas pour de nombreux des invités que j'ai pu avoir sur le podcast. Donc, ça me parle beaucoup. Et pour la petite anecdote, écoute, mon premier contact avec l'homéopathie, il a aussi été d'un point de vue personnel, parce que quand j'étais petite, j'avais beaucoup de reflux et j'avais beaucoup de difficultés au niveau digestif. Et les médecins avaient diagnostiqué pour moi une hernie au niveau du sphincter de l'estomac.
Et donc, on voulait m'opérer et je te dis ça, je devais avoir 5-6 ans, j'étais toute petite, mes parents avaient tout essayé. Je mets des guillemets parce que par rapport à ce qu'il y avait à l'époque, tu vois, ça date un petit peu plus de 30 ans là. Et du coup, ils voulaient pas me faire opérer et ils se sont dit, bon, on va essayer quelque chose d'alternatif, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, enfin, c'était quand même difficile voilà, de savoir exactement ce qu'on pouvait faire. Et ils m'ont mis sous un traitement homéopathique. Ils avaient rencontré une homéopathe. Et en fait, ça a évité du fait que je me fasse opérer en étant toute petite comme ça j'ai appris bien sûr plus tard que c'est parce que j'étais fortement sensible au lait de vache et que j'étais voilà, énormément nourrie au lait de vache. Et sauf qu'à l'époque, c'était pas aussi connu. Donc moi, j'ai eu un rapport très tôt très positif avec l'homéopathie. Mais de fil en aiguille, quand j'ai avancé dans mon parcours, je me suis rendu compte aussi que ça suscitait beaucoup de réactions, beaucoup d'incompréhension, et puis parfois de la crainte, et puis parfois où on me disait ah mais c'est n'importe quoi ton truc là, c'est tellement dilué, ça marche pas. Donc dans ce podcast, Aurélie, j'ai vraiment envie qu'on aille loin sur le sujet, tu vois, qu'on apporte un maximum d'éléments pour faire la lumière sur l'homéopathie pour les personnes qui, comme moi par le passé, tu vois, découvriraient ça un petit peu comme ça sans avoir beaucoup de connaissances, qui auraient entendu pas mal de choses et qui voudraient se faire une idée, vraiment une idée concrète de ce qu'est l'homéopathie, de pourquoi ça fonctionne, et puis bah, là, avec notre lien sur le sommeil, comment ça vient soutenir le sommeil et comment ça peut les aider. Est-ce que tu veux qu'on démarre par ça? Est-ce que tu veux qu'on s'arrête 2 secondes sur les idées reçues qu'il y a au niveau de l'homéopathie, avant d'aller vraiment dans les mécanismes? Oui, bien sûr. Alors l'homéopathie a plus de 200 ans, donc c'est Samuel Hahnemann, un médecin allemand, qui a conceptualisé l'idée de l'homéopathie. Il l'a pas inventée, c'est plutôt Hippocrate qui était le premier médecin, 5e siècle avant Jésus-Christ. Hippocrate avait dit finalement il y a 3 façons de guérir. Il y a le corps guérit par lui-même. On a tous eu un rhume ou une grippe, et puis ça part, ça va guérir tout seul. Soit le corps va guérir par les contraires, c'est-à-dire que j'ai de la fièvre, je prends un traitement qui va faire baisser ma fièvre, donc je suis à l'opposé. Et il a établi que le corps pouvait guérir par les semblables. C'est ça l'homéopathie, c'est-à-dire que si j'ai des nausées et vomissements, je vais peut-être boire une tisane de camomille, parce que la camomille, quand on la boit comme ça peut donner des nausées et vomissements. Donc c'est la semblable souffrance, cette idée de l'homéopathie. Homéo, c'est semblable, et pathie, c'est maladie. Donc je vais donner quelque chose qui est semblable à l'autre et pas à l'opposé. Et donc Samuel Hahnemann a inventé le mot homéopathie, puis par là même, il a inventé le mot allopathie. Donc c'était ça qui était assez marrant. Et finalement, quand les médecins prêtent serment, le serment d'Hippocrate, ils prêtent serment à l'homéopathie, puisque Hippocrate parle depuis le début de « on peut traiter par les semblables ». Donc on le sait depuis le début. Sauf que c'est vraiment Hahnemann qui conceptualise. Donc Hahnemann, il écrit le premier organon de l'art de guérir en 1810. Et tout de suite, l'homéopathie est attaquée depuis le début. Et c'est fou d'ailleurs qu'un art de guérir soit autant attaqué. On voit dans le 19e siècle, il y a eu énormément d'idées et de concepts en santé au 19e siècle. Il y a eu la phrénologie, il y a eu les bains de Mesmer, il y a eu énormément, ça a foisonné, mais l'homéopathie a perduré et en étant attaquée comme jamais. C'est ce qui a même poussé Jean-Pierre Haddad, qui est étudiant en médecine. Il a fait un film qui s'appelle La science de l'homéopathie. Et ce film-là, lui, il s'est dit, mais c'est pas possible une façon de traiter qui est autant décriée. Pourquoi? Je veux dire, si ça marche pas, en fait, ça meurt tout seul. Oui, il Et n'y a même pas puis, besoin d'en parler. Et oui, oui. voilà, il n'y aura plus de raison d'en parler. Et là, bon, donc on voit ça depuis le début. On est toujours effectivement extrêmement décrié. Fin du 19e siècle, il y a eu le rapport Flexner qui a imposé comment seraient traitées, comment seraient renseignées les maladies. Et il faut se dire qu'aux États-Unis, il y avait des universités homéopathiques, des hôpitaux homéopathiques, des ambulances homéopathiques. C'était impressionnant. Sauf que le rapport Flexner, payé par la famille Rockefeller, dit stop, nous, on va droit sur l'industrie chimique et pharmaceutique. Et l'homéopathie existe. Donc ils ont fermé les écoles parce qu'ils ont arrêté de les subventionner. Fermer les hôpitaux, et puis ils s'attendaient à ce que l'homéopathie allait mourir. Puis on s'aperçoit que non, on est toujours là. Voilà. Nous, on a eu des périodes à l'école où on n'avait pas beaucoup d'étudiants, où c'est 3 ans l'école d'homéopathie, où on pouvait en avoir 5-6 par promo. Et là, aujourd'hui, on a 56 étudiants.
Donc on s'aperçoit qu'il y a des hauts et des bas, mais on est toujours là, ça perdure toujours. Et il y a cette idée effectivement que c'est que de l'eau, puisqu'on n'est plus dans le monde de la matière, puisqu'effectivement, comme tu le disais, on dilue, on dilue, on dilue. Mais heureusement, les scientifiques qui travaillent en physique quantique, eux, nous ont apporté l'explication par la mémoire de l'eau. Et l'eau qui va engrammer l'information donnée par le remède, et à chaque fois qu'on va diluer, on utilise l'eau. On utilise l'eau pour faire les remèdes homéopathiques. Et à chaque fois qu'on va diluer, on fait ce qu'on appelle des succutions. Donc on tape comme ça. Et ce mouvement, qui est un mouvement dynamique énergétique, va augmenter les domaines de cohérence dans l'eau et augmenter l'information de l'eau. Et puis on passe à la dilution d'après, où on dilue, on tape, on fait les succutions et on remonte en dilution. Donc chez nous, plus on dilue, plus il y a de l'énergie et plus c'est puissant. Donc tout le monde connaît les CH, 5, 6, 12, 15, 30. Et puis il y a les Korsakoff qui sont extrêmement dilués, qu'on utilise beaucoup plus chez les unicistes, qui sont des dilutions très hautes, ce qu'on appelle la physique des hautes dilutions. C'est 200, 1000, 10 000, 50 000, 100 000. On peut monter très très haut. Donc on part dans l'espace. Mais je mets au défi des gens de tester une dose en 10 000 et puis de dire qu'ils n'ont pas eu de symptômes. Il se passe quelque chose. L'homéopathie, elle vient informer le corps. Il se passe quelque chose. Alors, tu dis tout le monde connaît les CH, peut-être pas forcément. Moi, je veux bien que tu nous dises justement à quoi ça correspond. Les Parce CH, qu'en c'est plus... les centésimales landmanniennes. Donc, c'est ce que l'on trouve très facilement en pharmacie. C'est-à-dire Ouais. que, admettons, si je prends une plante, la fabrication, c'est qu'on va prendre, par exemple, une plante d'arnica, parce que plein de gens disent, oui, l'homéopathie, ouais, je sais pas, mais par contre, quand je tombe ou quand je me blesse ou quand mon enfant se blesse, je lui donne arnica et on voit Mhm. l'hématome partir. Donc, les gens disent, oui, mais arnica, ça j'y crois. Ok, bon, bah, si arnica marche, peut-être que le reste marche aussi. Sauf qu'il faut que ce soit bien indiqué. Je cueille mes fleurs d'arnica, on les laisse à macérer dans de la teinture mère. Donc ça, c'est une préparation habituelle en pharmacie. Et puis on va prendre une goutte de cette teinture mère et la mélanger avec 99 gouttes d'eau. On fait les succutions et on a du 1 CH. Et on prend une goutte de ce 1 CH qu'on remet dans 99 gouttes d'eau. On fait les succutions et on a du 2 CH. Et Ok, voilà. donc ça correspond à ça. Et donc c'est pour ça aussi qu'en fonction du remède, mais tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure, eh bien on peut commencer avec justement peut-être 4 CH, en tout cas Mmh. pas beaucoup, Mmh. et puis après augmenter, puis après diminuer. Mmh. C'est parce que du coup, l'information qu'on envoie, il faut qu'elle soit progressive, ou en tout cas, c'est pas forcément toujours la même. Ah, Moi, ça, dans cette... l'information, c'est en fonction de la symptomatologie du patient. Donc, l'homéopathie, c'est une prise en charge globale. Donc, en fonction, quand c'est de l'aigu, comme arnica, et puis on tombe, c'est une petite phase aiguë, on va rester sur des basses dilutions, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on n'ira pas plus haut. Il n'y a pas besoin d'aller plus haut. Par contre, si c'est une problématique plutôt mentale, de stress ou d'anxiété, on peut monter à du 30 CH. Ok, ok. Donc là, pour les personnes qui nous écoutent, avec cette notion d'information qui finalement est très commune, enfin ce terme d'information il est très commun, mais en fait on le comprend pas forcément très bien. Euh, je vais donner une image et tu vas me dire si c'est ça, l'homéopathie. Moi j'imagine bien quelque chose comme euh, un chemin enneigé, une personne qui marche sur le chemin enneigé. Elle est plus là, la personne, elle est partie du chemin. En revanche, on voit encore les traces de pas. Et donc, il n'y a pas besoin que la personne soit là pour voir qu'il y a quelqu'un qui est passé. Est-ce que ça image, est-ce que ça illustre correctement cette notion d'information d'un point de vue de l'homéopathie? Oui, ça peut être ça, effectivement, ouais. Avec cette idée de, nous, quand on utilise le chemin, c'est pour dire que l'homéopathie, elle aide aussi les gens à rester sur le chemin. Parce qu'il y a Hmm. des moments où on sort du chemin à droite ou à gauche et qu'on va repousser, mais doucement. C'est pour ça que on utilise les dilutions en fonction de l'énergie du patient. Il faut pas le pousser qu'il sorte de l'autre côté du chemin. Il y a Hmm. vraiment cette idée d'aider la personne à rester sur son chemin. Et on a tous une tendance à se chroniciser, tendance à la maladie chronique, qui va nous donner des symptômes. En fait, ce qu'Hahnemann dit que la cause des maladies, c'est le dérèglement de l'énergie vitale. Donc on est sur quelque chose d'immatériel. L'énergie vitale, on peut pas la toucher, on sait pas où elle est. Elle est partout dans le corps, mais à un moment donné, elle va se dérégler.
Et puis on va avoir des symptômes qui vont être notre maladie naturelle à nous. Et dans les symptômes, on peut avoir tout à fait et fréquemment insomnie. Par exemple, l'insomnie à la ménopause, ultra fréquent. Donc on a une façon de faire l'insomnie qui va être différente de l'un à l'autre. Et bien l'homéopathie, on va prendre un remède qui va être semblable et on va le mettre à un niveau d'énergie un peu plus supérieur pour créer une maladie artificielle. Et l'énergie du corps va aller voir cette maladie artificielle. Et elle va oublier la maladie naturelle qui va s'en aller. Et la maladie artificielle, on ne l'entretient pas, on répète pas beaucoup en homéopathie uniciste, on la laisse partir, cette énergie. Donc c'est un rééquilibrage énergétique. D'accord, oui, donc ça vient chercher plus haut pour redescendre, pour mieux finalement Il faut être redescendre. au-dessus de l'énergie du patient. Bah, en fait, ça me fait penser un petit peu justement à cette notion d'hormèse, le fait d'aller chercher dans les extrêmes, Oui, et puis que le corps, lui, justement, comme tu l'évoquais même au début de notre échange, avec sa capacité d'autorégulation, mmh. d'auto-guérison, il va aller chercher ça, il va s'en servir, et puis finalement, il va pouvoir revenir à cette tendance homéostatique qu'on a. Ok, C'est ça. ouais, très, très, très intéressant. Euh, tu as évoqué du coup l'insomnie et le fait que c'est très fréquent comme trouble. Est-ce que parmi les personnes qui consultent et qui viennent chercher de l'homéopathie, tu dirais que c'est un des symptômes les plus fréquents? Quels seraient les symptômes les plus fréquents? Pourquoi les gens ils se disent ok, je voudrais un remède homéopathique? Alors ils viennent souvent un peu comme ton histoire de toi enfant, c'est-à-dire qu'ils ont essayé tout et au bout d'un moment ils se disent pourquoi pas l'homéopathie. Et ça moi j'aime beaucoup. Donc c'est des gens qui ont vu leur médecin bien évidemment, qui ont un suivi et qui se disent ok bah ça marche pas. Par exemple, là, j'ai vu une dame il y a pas longtemps, on lui a dit bon, vous avez de l'endométriose, mais pas beaucoup, mais elle a des douleurs menstruelles, et puis on lui dit bon, bah écoutez, on sait pas, on peut rien faire pour vous. Donc c'est souvent des gens qui arrivent, on peut rien faire pour vous, des insomnies très réfractaires avec on peut rien faire pour vous, ou alors bon, les conseils habituels qu'on va donner sur les écrans, des choses comme ça, mais ça ne change rien. Et puis, ce que je m'aperçois, donc ce qui est important pour nous en homéopathie, c'est la totalité caractéristique du patient. Donc c'est autant les symptômes, alors il peut venir pour juste troubles du sommeil ou alors pour, bon, comme j'ai été sage-femme, forcément, j'ai plein de gens avec des troubles du cycle ou avec des soucis de la ménopause, mais ça peut être hors gynécologie, ça peut être des gens qui ont des problèmes de peau, qui ont des problèmes ostéo-articulaires. On va vraiment avoir de tout puisque tout est possible. On va prendre les symptômes du corps, on va prendre les symptômes mentaux, c'est-à-dire comment la personne elle est. Il y a des gens plus stressés, d'autres moins stressés, certains qui anticipent beaucoup, d'autres qui sont plutôt cool, des gens qui ont des manies du travail et d'autres pas du tout. Donc il y a comment ils sont mentalement, et puis comment ils mangent, comment ils éliminent et comment ils dorment. On pose toujours la question, comment est votre sommeil? Est-ce que vous arrivez à vous endormir? Oui, non. Est-ce que vous vous réveillez la nuit? Et c'est un questionnement très précis. À quelle heure vous vous réveillez? C'est très important pour nous. Si c'est 1 heure après l'endormissement, si c'est avant minuit, après minuit, ou 3 heures du matin toutes les nuits. Donc souvent, moi je dis aux gens, moi j'aimerais savoir à quelle heure vous vous réveillez. Si vous pouvez regarder le réveil, ce serait bien. Parce que ça change beaucoup de choses, nous, les horaires. Et puis, si je me réveille, est-ce que j'arrive à me rendormir ou pas? À quoi je pense? Il y a des gens qui ont une hyper-idéation, hein, ils pensent à la liste de courses, ils pensent à plein de choses. Donc ça se répertorie en homéopathie, on répertorie tous les symptômes. Donc on va prendre tout ce qui est rare, bizarre et curieux, mais autant le mental que sur le corps. Et puis, depuis quand vous êtes insomniaque? Il y a des gens qui vont être insomniaques en suite de deuil ou de chagrin d'amour, ou parce qu'ils seront surmenés au niveau du travail. Donc ça, c'est intéressant, le depuis quand. Pour nous, c'est très, très intéressant. Voilà. Et tu dirais qu'il y a justement, je pense comprendre ta réponse au vu de ce que Ah tu oui, viens de nous dire, mais que ce soit bien explicité du coup, en fonction de toutes ces spécificités-là. Donc si c'est plutôt insomnie d'endormissement, des réveils nocturnes, des mmh, réveils nocturnes longs ou multiples, ou des réveils précoces, etc. Et bien du coup, le remède homéopathique va être adapté. Spécifiquement pour le sommeil, en fait, la question que je me pose autour de ça, c'est est-ce qu'il va y avoir plusieurs remèdes homéopathiques pour chacun des troubles du sommeil? Mais j'imagine que dans cette anamnèse que tu fais, il y a d'autres choses aussi qui ressortent. Du coup, est-ce que c'est croisé avec d'autres choses? Est-ce qu'il va y avoir un remède homéopathique vraiment spécifique que pour le sommeil? Ou alors aussi pour la peau, le transit, d'autres symptômes? oui. Ou alors des choses très globales? Tu vois où je veux en venir? C'est global. Le remède Mm. homéopathique, il va fonctionner sur l'ensemble du corps. Donc, en fait, quand on choisit le remède, il faut que ça colle au niveau du mental et au niveau des autres symptômes.
Il faut qu'il y ait vraiment... Après, il y a des grands remèdes connus d'insomnie comme Coffea, tout simplement. Coffea, c'est le café. Donc, quand on a bu trop de café, on est comment? On est speed, on court partout, on n'arrive pas à dormir. Donc, quand les gens ils se disent, mon insomnie, c'est comme si j'avais bu du café alors que j'en bois pas, il faut qu'ils essayent Coffea. Il y a vraiment cette ambiance assez intéressante. Coffea, c'est des insomnies plutôt à 3 heures du matin avec des gens qui ont une hyper-idéation mentale. Ils pensent pas mal. Donc là, on se dit, souvent, quand on va en pharmacie et qu'on dit qu'on n'arrive pas à dormir, ils vont facilement donner Coffea parce que c'est assez connu. Mais si je n'ai pas d'hyper-idéation et si je me sens pas speed comme si j'avais bu du café, je vais pas prendre Coffea, hein, ça c'est sûr. Donc il y a l'idée vraiment que ça colle bien à ce qu'on appelle la matière médicale et à ce que l'on connaît du remède. Et les remèdes, ils fonctionnent sur l'ensemble du corps. On va prendre tous les organes, ils ont des effets sur tous les organes. Donc il faut être sûr que le remède, il colle bien avec. Donc quand on le prend en petite dilution, si je prends Coffea en 7CH et puis que ça me change, puis que finalement je dors pas mieux, c'est que c'est pas le bon remède, j'arrête. Voilà. L'homéopathie, ça marche tout de suite, hein, ou ça marche pas. Donc c'est aussi simple. Je vais pas en prendre pendant 6 mois. Hein, Oui, donc finalement, 2 personnes qui se réveillent toutes les 2 à 3 heures du matin. Finalement, il y a un remède qui peut fonctionner pour l'une et puis pas pour l'autre, Voilà. parce que dans sa globalité, donc son terrain ne sera pas identique à l'autre personne. Ok, c'est très clair. Et alors, du coup, je vais rebondir sur cette notion de acheter en pharmacie enfin, je veux dire par là, acheter en pharmacie sans prescription, sans être passé par un médecin ou un professionnel qui pourrait recommander quelque chose de spécifique, ou alors passer par un thérapeute comme toi qui est spécialisé au niveau de l'homéopathie. Est-ce qu'on peut vraiment se planter complètement? Est-ce que c'est obligé d'avoir vraiment cet entretien, cette anamnèse, ou est-ce qu'on peut juste tâtonner un petit peu en formation en disant je voudrais un peu ci, un peu ça, et puis on voit bien ce qui se passe? On peut Est-ce qu'on peut faire des bêtises finalement? Oui, mais on peut tâtonner sur une petite dilution. Moi, je fais des formations d'homéopathie familiale, donc j'en fais avec mes patients, puis j'en fais aussi en ligne avec la maison d'édition Exuvie. Et en fait, ce que je fais, c'est que je donne des maps et les gens ils disent ok, insomnie à 3 heures du matin, il y a Coffea, il y a Nux vomica et puis il y a Rhus toxicodendron. Bon, ok. Je vais lire ces 3 remèdes et puis je vais voir lequel me correspond le plus. Voilà. Et en petite dilution, on fait pas de bêtises, quoi. Parce que voilà, ça marchera pas. Ou alors Oui, ça c'est tout, il n'y marchera. a pas de Voilà. risque en fait. Ouais. Non, il n'y a pas de risque. Et puis il y a quand même des pharmaciens formés à l'homéopathie. Hein. Nous, on en forme à notre école, donc ils sont capables de donner des très bons conseils. Et puis on arrive, les gens quand ils comprennent comment fonctionnent les remèdes et comment ça marche, ils deviennent très vite autonomes, quoi. Ils arrivent très très vite à s'en sortir. Et alors justement, tu parlais de risques. Est-ce que tu considérais que sur certaines populations, il peut y avoir des risques, les enfants, les femmes enceintes? Alors tu parlais justement de tout ce qui peut se passer pour les femmes, ou alors période d'allaitement, hein. Enfin tu vois, j'essaie de citer un petit peu tous les cas spécifiques. Ou alors est-ce que c'est pour tout le monde, à tout moment, peu importe? Tout le monde peut prendre l'homéopathie puisqu'on est vraiment juste dans l'information et il n'y a plus de dose pondérale, hein, il y a plus de matière dedans. Après, moi je vais plutôt conseiller aux gens, quand ils en font chez eux en homéopathie familiale, de prendre les CH, qui sont des basses dilutions, plutôt que de prendre les Korsakoff, qui elles sont quand même beaucoup plus hautes et qui ont une énergie beaucoup plus puissante. Là, il faut en discuter avec un homéopathe, quoi. Il faut vraiment, parce que c'est pas un remède homéopathique donné en très très haute dilution peut donner des symptômes qui appartiennent au remède mais pas à la personne. Et du coup, voilà, vous m'avez donné un remède pour mes insomnies à 3 heures du matin, maintenant je m'endors plus. Perdu, c'était pas le bon. Donc après, les effets de l'homéopathie s'annulent dès qu'on arrête d'en prendre, donc ça va plutôt vite, quoi. Et puis, si on respire du camphre ou si on se masse avec des pommades à base de camphre, les effets partent tout de suite. Donc si on s'est trompé, il suffit de se masser puis ça part. En tout cas, les hautes avec le dilutions, camphre. Ok. faut faire attention. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais là aux personnes qui nous écoutent, qui voudraient démarrer en fait, être dans cette démarche-là, qui ça parle? Ils commencent par tâtonner en pharmacie ou alors ils en parlent à leur médecin généraliste? C'est quoi le premier pas pour se faire accompagner justement? Alors, il y a des livres, hein, il y a des livres qui peuvent être intéressants sur ce qu'on appelle l'homéopathie familiale. Il y a des médecins généralistes qui vont être formés à l'homéopathie, sauf que c'est beaucoup de médecins pluralistes. Donc, juste la différence entre l'unicisme et le pluraliste,
L'unicisme, c'est quand donc unique, donc on ne donnera qu'un remède et c'est selon la pensée d'Hahnemann, c'est ce qu'on appelle nous, on est les homéopathes classiques. Donc on a 1 heure d'entretien, on répertorie, c'est long, quoi. Parce qu'on veut connaître la globalité de la personne. Les pluralistes, à la mort d'Hahnemann, il y a un médecin qui s'appelait Nicolas Vanier, il est mort en France, Hahnemann, 19e siècle, qui lui dit « Oh, on va peut-être arrêter de chercher le remède unique, on n'a qu'à dire, bon, bah si la personne a mal au genou, on lui donne ça, si elle a mal à la tête, on lui donne ça, puis si elle a des insomnies, on lui donne ça. » Donc on se retrouve avec une liste, des fois de 20-30 remèdes à prendre. Ah oui, Et sauf que oui, en des fait, fois... on est vraiment dans l'esprit réductionnisme qu'on Ouais, peut avoir dans la médecine classique aussi. Je savais voilà, pas qu'il y avait c'est ça. ce schéma-là aussi au niveau homéopathique. C'est très Ah, c'est la intéressant. France, ça n'existe qu'en France. C'est-à-dire Ah que oui, d'accord. en Allemagne, ça n'existe pas, et les autres pays rigolent parce qu'ils disaient les Français, vous faites jamais comme tout le monde, mais l'homéopathie pluraliste n'existe pas en Allemagne, n'existe pas en Inde. Donc en Inde, l'homéopathie est très développée, elle fait partie du ministère de la Santé. Les étudiants en médecine peuvent choisir d'être homéopathes. Il y a 4 ans en Inde de cycle commun de connaissances, et puis après, il y a la médecine conventionnelle, la médecine ayurvédique et la médecine homéopathique, reconnue. Et eux, ça leur pose aucun problème et ils sont très contents. Et eux, bah pareil, donc c'est que de l'unicisme en tout cas chez eux. Au Brésil, il y a de l'homéopathie, il y en a partout dans le monde. Et pluraliste, c'est vraiment quelque chose qui est apparu en France, qui diminue quand même ces dernières années puisqu'il n'y a plus de remboursement de l'homéopathie depuis 2021. Donc quand on a une ordonnance à 80 € pas remboursée, c'est dur. Voilà. Et donc nous, ces médecins pluralistes, c'est marrant parce qu'on les voit venir à notre école en disant bon, on veut apprendre à répertorier, parce qu'ils savent pas répertorier, ils savent pas choisir le remède unique. Donc il y a cette idée on voit une transformation et on voit que l'homéopathie uniciste en France reprend et de plus en plus plébiscitée. Puis il y a des patients qui cherchent les homéopathes unicistes. Donc après, soit le médecin il s'y connaît, soit comme moi pendant mes études de sage-femme, quand on disait l'homéopathie, on nous disait donc soit il a 0 formation, on voit pas trop, ou alors il aura reçu des fiches des labos, donc bon, il va dire les fiches d'aide des laboratoires qui font de l'homéopathie, ils vont dire insomnie, cophéa. Voilà, ça va pas aller plus loin, quoi. Alors qu'il y a beaucoup plus de remèdes que ça. Soit ils vont voir le pharmacien, il y a quand même beaucoup de pharmaciens qui se forment à l'homéopathie, parce qu'ils voient bien que c'est de la demande des usagers, les patients demandent. Oui, ils sont aux premières loges pour Voilà. avoir ce souhait, ce que les J'aurais gens plutôt souhaitent, bien sûr. tendance à dire que le pharmacien est mieux formé, quoi, en toute sincérité. Parce qu'il connaît mieux les plantes, le pharmacien, il sera d'un meilleur conseil. Et puis après, il y a des homéopathes comme moi, des praticiens en homéopathie qui font des ateliers, voilà, d'homéopathie familiale, c'est comme ça qu'on apprend. Oui, atelier en présentiel, atelier en ligne, Mmh. tu fais Je fais les les 2, 2, hein, ouais. j'imagine Ouais, maintenant. ouais. Hem, est-ce que, quand tu prescris des remèdes homéopathiques, ça s'accompagne aussi de conseils? Est-ce que c'est le remède qui va, vraiment aider la personne en lui-même? Ou alors est-ce que c'est un petit peu à la façon de naturopathe, par exemple, où tu vas te retrouver avec des conseils, des règles d'hygiène, on va dire hygiène, alimentaire, émotionnelle et cetera? Est-ce que ça va forcément de pair? Oui, oui. Parce que dans les enseignements de Samuel Hahnemann, la première chose, avant de donner de l'homéopathie, c'est réfléchir à ce que lui appelait les privations de santé. Donc si je suis derrière un écran tout le temps, c'est une privation de santé, puisque je vais pas sécréter bien ma mélatonine, je vais avoir des soucis. Donc évidemment, on parle toujours hygiène de vie. Et moi, je suis arrivée à un moment où je prescris pas, je fais du conseil pour aider les gens à s'autodéterminer en santé. C'est vraiment cette idée de l'autonomie et de réfléchir, ok, vous vous endormez pas, pourquoi, comment ça se passe, quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de lumière dans votre maison le soir? Est-ce qu'il y a des écrans? Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous prenez un bain chaud? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent entraver l'endormissement. Donc on va déjà aller regarder toute l'hygiène de vie, effectivement, et puis après essayer de trouver le remède qui va aider. Est-ce que l'homéopathie peut aussi être, utile dans une notion de détoxification? Je pense par exemple, et tu vas voir le lien avec le sommeil, mais des personnes qui vont être par exemple intoxiquées aux métaux lourds, parce que des problèmes dentaires, des plombages, enfin voilà, des choses comme ça, et ça joue sur le système nerveux, ça a des répercussions sur le sommeil. Est-ce qu'avec des remèdes homéopathiques, on peut venir aider le corps à se débarrasser plus facilement de ce qui l'entrave? Est-ce qu'on est dans un contexte qui le permet là? Alors ça, c'est plus une méthode utilisée par les pluralistes où eux parlent un peu de... Ils parlent
Ils ont plutôt tendance à me donner des remèdes de draineur et de constitution, chose que moi je sais pas trop faire ça. Et par contre, si quelqu'un a tous ces symptômes depuis, moi je peux répertorier intoxication aux métaux, ou depuis tel médicament, ou depuis une opération, ou depuis qu'il a été endormi. Pollution, c'est possible. Voilà. Ça, mais il faut que ce soit vraiment dans ma causalité. Voilà. Depuis que je me fais enlever mes plombages, justement, pour mes métaux lourds, eh ben, j'ai plein de soucis. Ok, donc ça, je vais le prendre. OK. Oui, donc tu peux quand même, oui, on peut quand même accompagner les gens Mm. dans cette Mm. démarche-là pour que ça puisse aller plus vite, parce que c'est vrai que parfois c'est Ah oui, ça relativement peut long. être très long. Ouais. Et dans la même idée, justement, pour parfois accélérer un petit peu les choses lorsque ce sont vraiment des situations très difficiles, je pense aux personnes qui sont dans une démarche de sevrage de somnifères, de médicaments qu'ils ont pu prendre pendant des Ça, mois, j'en voire vois. des années, et pour qui c'est très difficile. Ils veulent arrêter, ils sont dans cette démarche-là, peut-être même ils ont déjà essayé plusieurs fois, hein, comme moi je le vois très régulièrement, et toi probablement aussi. Et à chaque fois, il y a les rechutes, il y a les rebonds, parce que c'est difficile. Mm. Est-ce que l'homéopathie peut venir soutenir le sevrage, Ouais, ouais. cet effort du corps? Oui, oui, il y a plusieurs remèdes d'aide au sevrage. Qui sont et je vois beaucoup de patients effectivement comme ça qui viennent en disant bah j'arrive pas à m'en sortir, hein. Je suis toujours avec mes somnifères et j'arrive pas à m'en sortir. Donc on a des remèdes effectivement, pareil où on va répertorier mauvais effet du sevrage, tout simplement. C'est-à-dire que je n'arrive pas à m'en sortir. Donc il y a Gelsemium qui est comme ça, qui est un grand remède qui aide à sortir du sevrage. Il y a Bryonia. Il y a des remèdes qui vont accompagner effectivement pour qu'il y ait moins d'anxiété. Parce que c'est du coup, je vais pas dormir. Voilà. Eh oui, Et c'est très, très anxiogène. bien Et, sûr. et Gelsemium est comme ça. C'est des gens qui se disent, qui anticipent beaucoup et qui se disent, mais je vais pas dormir. Donc ils sont dans leur lit, comme figés, comme une statue qui attend en se disant, de toute façon, je vais pas dormir. Ils peuvent même avoir des petits tremblements d'anxiété et de stress. Et ben, Gelsemium, c'est un très bon remède en 15 CH, par exemple, pour apaiser un petit peu et descendre d'un coup. OK. Combien de temps vont durer les traitements, les remèdes homéopathiques? Est-ce que ça dépend de la personne? Ça dépend de l'anamnèse qui a été faite? Mmh. Ça peut être plusieurs Complètement. semaines, Ouais. plusieurs mois? Est-ce Ouais. que tu peux donner à peu près un ordre d'idée? Alors puis ça dépend de l'homéopathe, donc en fait chacun a ses petites habitudes, hein. Alors si moi je vois quelqu'un en chronique et que je donne une dose dans très haute dilution, les 200 000, 10 000, généralement j'attends 15 jours, 3 semaines pour voir ce que ça va donner. Et puis après, alors quelquefois avec les gens qui ont beaucoup d'énergie ou avec les enfants, on peut donner une dose par semaine pour voir un petit peu ce que ça va donner, mais c'est pas trop des prises journalières. C'est vraiment, on va voir à la semaine ce que ça va donner. Et puis il y a des gens, des fois, qui ont une très bonne réceptivité, puis ils prennent trois granules par exemple, je pensais à colchicum ou coculus. Coculus, c'est des gens qui sont surmenés, qui ont veillé trop longtemps, qui ont dit que c'est le remède du garde-malade ou de la personne qui a un jet lag. Ils prennent coculus une fois en 9 CH, puis fini, ils n'ont plus de soucis. Donc des fois, la prise, c'est une fois et c'est réglé, puis quelques fois, c'est mieux, mais c'est pas encore mieux, donc on va reprendre. En tout cas, on n'en prend pas tous les jours pendant un mois. Ça, c'est sûr. D'accord. Est-ce qu'on peut en prendre en anticipation? Ou est-ce que c'est forcément dans la causalité? Je pense à ça parce que, par exemple, pendant les périodes hivernales, pour booster l'immunité, on Mmh sait que mh. quand on est malade, bah, les troubles du sommeil, ils Mmh. sont exponentiels. Ou alors justement, là, tu parles du jet lag, les personnes qui savent qu'elles vont Voilà. avoir un déplacement Mmh. professionnel, ça se prend en Oui, anticipation ou ça on peut c'est le simplement prendre. après? On peut le prendre en anticipation en disant: «Bon, bah, voilà, je prends mon avion, ça va pas aller du tout. Je pourrais prendre une dose, de Coculus en 9 CH, juste une dose, une fois». Ok. Et donc ça aide Mmh. finalement à se resynchroniser à l'horaire du Ça pays. tout à fait, Et voilà. c'est pareil pour l'immunité aussi? Alors pour l'immunité, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut on est quand même tous différents. Donc il y a effectivement quelques remèdes qui peuvent stimuler un petit peu l'immunité. Que moi j'utilise pas forcément, sauf si je vais trouver que pour l'immunité, moi je vais plutôt aller sur les vitamines, les oligo-éléments. Je vais plutôt aller sur ce chemin-là. Après, il y a le thymus, la thymuline qui va stimuler l'immunité. Il y a il y a quelques remèdes qui sont des stimulateurs de l'immunité. Moi, j'utilise pas forcément beaucoup. Je vais plutôt utiliser les oligo-éléments et puis la vitamine D. Vitamine D, hein. Juste de la vitamine D. Ça fait déjà beaucoup, on est bien d'accord. Est-ce que il y a des qualités différentes
entre ce qu'on peut acheter au niveau de l'homéopathie, entre les différents laboratoires? Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention? Ou alors est-ce que vraiment tous les process sont les mêmes? Parce que tu nous parlais tout à l'heure du Mmh. process, de la façon dont c'était fait. Est-ce qu'on peut se retrouver avec finalement des remèdes qui n'ont, où le processus n'a pas été respecté et du coup qui ne fonctionnent pas pour ça, ce qui peut un peu nous, voilà, nous démotiver, nous dire bon bah finalement c'est pas fait pour moi, alors qu'auprès d'un autre laboratoire où ça aurait pu fonctionner. Moi, je trouve en règle générale que la qualité est plutôt bonne. Après, j'ai des collègues homéopathes qui disent que quelquefois, chez les grands fabricants, c'est pas ce qu'ils auraient pensé. Donc, et puis quelquefois, il y a des remèdes qu'on trouvera pas, hein. Donc, on a quelques pharmacies en France qui sont des pharmacies homéopathiques et qui vont produire et envoyer partout, hein, même en Europe. Donc, des fois, on peut passer par les pharmacies que l'on connaît. Bon, moi, j'ai jamais eu trop de soucis. J'ai jamais eu de doute sur le fait qu'un remède fonctionnait pas. Je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Ok. Ah oui, c'est intéressant. Puis bon, ça soulage un petit peu parce que on Mmh. est sans cesse en train de se poser 1000 questions et Mmh. de se faire des nœuds dans le cerveau Mmh. pour pouvoir choisir les meilleures choses, ok. Euh, j'ai une autre question là par rapport à ce qu'on peut faire en simultané, notamment par rapport à d'autres soins alternatifs, j'ai envie de dire. Tu vois, tout ce qui va être phytothérapie, où il va y avoir par exemple les fleurs de bac. Est-ce que si on démarre, voilà, je sais pas moi, les fleurs de bac par exemple, est-ce qu'on peut faire en parallèle de l'homéopathie? Est-ce que tu peux nous distinguer finalement les différences entre ce qu'on va mettre derrière phytothérapie, les fleurs de bac, l'homéopathie? Est-ce qu'on peut prendre tout ça en même temps? On fait voilà, une espèce de cocktail? Bah, c'est pas le même niveau de guérison parce qu'on se dit à quel niveau ça va agir. L'homéopathie agit à un niveau supérieur parce qu'elle va agir vraiment sur la totalité du corps et autant sur l'esprit que sur le corps. Et alors qu'en phytothérapie, et pareil, en fleur de bac, c'est peut-être un niveau un peu au-dessus, on va agir, en phytothérapie, on n'agit que sur le corps. On va pas aller toucher l'esprit. Et en fleur de bac, on sait qu'il y a des fleurs de bac qui vont aider sur les émotions. Mais c'est pas la même information, ça passe pas de la même façon dans l'organisme. Et du coup, c'est pas la même façon de soigner. Donc des fois, on pourrait dire pourquoi pas, mais le problème, c'est qu'après, on sait pas ce qui a marché quand ça a marché, quoi. Donc, après, moi, j'enlève jamais les choses que les gens prennent, sauf si vraiment ça n'a pas de sens du tout, hein. Mais en tout cas, quand on les voit quand même en homéopathie, ils ont tout essayé. Enfin, il y a des gens, ils pourraient écrire un livre sur ce qu'ils ont essayé pour leur souci de santé. Donc, il arrive un moment, si ça marche pas, on arrête. Voilà, on arrête et puis on essaye autre chose. Parce qu'après, on sait pas ce qui a marché. Mais généralement, il n'y a pas d'interaction puisque c'est pas les mêmes niveaux de guérison. On n'agit pas au même endroit. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion aussi sur cette notion d'information. Ça m'y fait penser, là, tu parles justement de à quel niveau ça agit. Est-ce qu'il y a des recommandations pour conserver ces petits flacons d'homéopathie? Tu vois, je pensais à, par exemple, si on les met contre, je sais pas, contre le téléphone dans le sac à main ou je sais pas si c'est posé à côté d'une box Wi-Fi. C'est peut-être une idée reçue que j'ai, mais j'aurais tendance à penser que, bah, je sais pas, comme si l'information pouvait être brouillée de par l'environnement dans lequel on conservait nos remèdes homéopathiques. Bah, je les mettrais pas effectivement à côté de la box, hein, à côté des ondes. Ça peut poser problème. Mais après, ce que l'on sait, c'est que la trousse d'Hahnemann, qui a plus de 200 ans, a été testée il y a quelques années par des homéopathes et ils ont tous eu des symptômes, hein. Donc, ça marchait toujours bien. Après, c'est des petits tubes. Alors, il y a des pharmacies où on a des tubes en verre, hein, aussi, hein, on peut aller comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est il vaut mieux les stocker tous ensemble et puis dans des boîtes en métal. Parce que tous ensemble, parce que s'il y a un seul remède à un endroit, et si quelqu'un est très sensible, il peut être sensible à l'énergie du remède et très vite développer des symptômes, hein, qui sont pas du tout de lui, mais qui sont de ce remède-là qui envoie de l'information, alors qu'il l'a pas touché, hein, on est d'accord, hein. Mais il y a des gens très sensibles à l'information des choses. Donc, les regrouper tous ensemble dans une boîte en métal, c'est mieux. Voilà. Ok. Et toi, Aurélie, quel rapport tu as avec ton sommeil? Est-ce que tu as déjà utilisé des remèdes homéopathiques pour ton sommeil? Et au bout de combien de temps tu t'es rendu compte qu'éventuellement ça t'avait aidé? Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous Mais je, partager?
J'en ai pas parce que j'ai la chance, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance, je dors super bien. Moi, je me couche, je dors 7-8 heures, sans problème. Donc j'ai un sommeil et je fais des rêves et je dors très, très bien et je fais des siestes aussi. Donc j'ai jamais eu de soucis de sommeil. Alors j'ai eu des soucis dans mon dos, par exemple, j'ai des problèmes de dos, j'ai déjà pris de l'homéopathie, je pouvais pas marcher. Je prends l'homéopathie, le lendemain je marche, hein. Donc j'ai vécu des choses comme ça, plus même mes enfants ont pas. Si mon fils petit, par exemple, si lui j'ai eu plus de soucis, vous savez, ces enfants qu'on n'arrive pas à endormir que dans les bras, qu'il faut bercer, bercer. Il y a même des gens qui disent, bah, pour endormir le petit, on fait un tour de pâté de maison dans la voiture, il Oui, s'endort dans la voiture et après on le couche délicatement. Et bien ben sûr. ces enfants-là, qui peuvent être des enfants quelquefois un petit peu colériques, qui vivent très mal les poussées dentaires et qui sont bien que bercés, le remède c'est chamomilla, la camomille. Et c'est vraiment, quand on a cette ambiance de l'enfant qui ne s'endort que bercé, et puis tous les changements physiologiques du corps sont difficiles, donc la dentition c'est une catastrophe, les premières règles seront une catastrophe chez les filles, et ben ça c'est un remède que l'on peut donner. Et d'ailleurs en pharmacie, on trouve des petites pipettes de camellia. Donc là c'est du mélange de plusieurs remèdes, mais qu'on donne aux enfants pour les poussées dentaires. Oui. Et moi j'ai Ah oui, déjà ça me vu, parle ça. Oui, ouais, j'ai fait ça pour mon fils, oui. voilà. Et j'ai déjà vu des parents qui disent, bah écoutez, il fait une poussée dentaire, on lui donne camellia, mais depuis il dort plus. Bah arrêtez camellia en fait. Parce que c'est le remède homéopathique qui était donné tous les jours pendant des mois et des mois qui avait entraîné une insomnie. Ah oui, Donc ouais, ouais, après, ouais. il faut faire attention à la répétition pour ça. Mais après, l'enfant qui a besoin d'être bercé, on donne. Moi, j'ai dû donner 3 soirs de suite du chamomilla en 15 CH et mon fils il dormait après, hein, c'était bon. Donc il y avait cette ambiance-là. Est-ce que tu dirais que les enfants, ils sont plus sensibles, plus réceptifs? Est-ce que tu dirais qu'au fur et à mesure de, on va dire, des décennies qui passent, il faut plus de temps, que les gens sont moins sensibles? Ou alors vraiment c'est indépendant, Ouais, c'est vraiment selon l'individu? ouais, c'est complètement indépendant de l'individu. Alors ça dépend de la dilution. Les enfants ont beaucoup d'énergie, donc quelquefois les basses dilutions marchent pas. Puis il faut aller chercher plus haut. Parce qu'ils ont tellement d'énergie, puis nous on doit être au-dessus, hein, et les enfants ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ça arrive que quelquefois les gens disent, bah ça, le remède il a marché 2 jours. Bah peut-être c'est parce qu'on est trop bas, donc faut monter en dilution. Voilà. Ok. Bah écoute Aurélie, je te remercie pour toutes ces informations. On va aller tout doucement vers la fin de cet épisode. Je regarde dans mes notes, mais euh, je crois que je t'ai posé toutes les questions que j'avais en tête et tu m'as même apporté bien plus de choses que ce que j'avais préparé. Donc vraiment, je t'en remercie. C'était très intéressant et très riche. Bah écoute, je te propose qu'on conclue avec peut-être tes trois, tes trois remèdes chouchous. Tu en as déjà parlé, hein, tu nous en as déjà donné. Mhm. Mais peut-être là, justement, un petit peu, si les gens veulent prendre de quoi noter. Et puis, tes trois conseils, tu vois, si pour des insomnies, la plupart des personnes qui m'écoutent, ça va être des insomnies qui datent, hein, qui sont pas arrivées hier. Et il y a beaucoup de difficultés avec les réveils nocturnes, donc je ne sais pas si ça peut orienter ta réponse, mais en tout cas, si tu en aurais trois à nous proposer. Donc, je vous ai déjà parlé de Kofea, donc je vais passer. Il y a par exemple Nux vomica qui est un remède assez intéressant. C'est les gens qui travaillent beaucoup, qui sont surmenés, et c'est ce qu'on a beaucoup dans notre vie, hein. Mhm. Des gens qui travaillent beaucoup, qui sont plutôt surmenés, qui gèrent leur entreprise, voilà, ou qui travaillent pour une entreprise, mais qui travaillent beaucoup, qui sont travailleurs, qui ont tendance à s'endormir plutôt tard, et qui se réveillent vers 4 heures du matin. Et puis ils ont un mal fou à se rendormir, et quand ils se rendorment, eh ben, c'est l'heure où le réveil sonne, et c'est dur. Et avec une tendance plutôt impatient, hein, plutôt pressé, il faut que le travail avance, hein, parce qu'ils sont là pour bosser, eux, et puis ils le font comprendre à tout le monde. Donc quand on a cette ambiance-là, et ça m'est arrivé une fois de discuter dans un train avec un chef d'entreprise où on voyait, il faisait énormément de choses, il avait des entreprises partout, il voyageait beaucoup, et il me dit, mais je vois le profil de ce monsieur, je me suis dit, où ça, c'est Luxottica. Et il me dit, mais il n'y aurait pas quelque chose en homéopathie pour les insomnies? Je dis, je pense que vous devez vous réveiller vers 4 heures du matin. Il me dit, oui, et comment vous savez ça? Ah ben, Nux vomica, hein. Et pour tenir le coup, ils boivent des cafés, ils fument, enfin, il y a cette ambiance-là. Ça, c'est très Nux vomica, et c'est un remède qu'on donne fréquemment, hein, dans cette ambiance du travail et du surmenage. Ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On peut avoir colchicum.
Colchicum, c'est des gens qui ne supportent pas qu'on leur change leur rythme. Alors ça peut être aussi chez les enfants comme chez des adultes, qui vont avoir un changement de rythme de vie, puisqu'ils sont peut-être couche tôt, et puis tout d'un coup ils partent en famille ou en vacances, puis ils sont obligés de se coucher tard, et c'est pas du tout bon pour eux. Ou alors des couches tard qu'on veut faire coucher tôt, ça va pas aller pour eux. Donc il y a cette importance-là de... Colchicum, il peut être intéressant comme ça. Et Colchicum, Pour on entend... l'adaptabilité, en fait, Ouais, pour là, pour le s'adapter. coup. Et Mhm. puis on Ok. entend, c'est la colchique, hein, on entend chic, et c'est des gens très chics. Pour eux, c'est important les bonnes manières, c'est important la gratitude, enfin voilà. Quand il y a cette ambiance un peu chic et qui aime pas qu'on lui change ses habitudes, colchicum peut être très intéressant. Les gens qui sont très épuisés, il y a Callium phosphoricum, qui est un remède assez intéressant de sommeil agité, de réveil avec chaleur du corps, hein. Ça peut être un remède de ménopause aussi, avec transpiration plutôt froide. Et c'est des gens qui vont se réveiller plutôt vers 5 heures du matin parce qu'ils ont faim. Ils auraient envie de manger très très tôt. Et on peut se poser la question aussi d'un manque de dopamine, hein, très tôt le matin comme ça, avec de la faim, et qui sont très très fatigués et épuisés. Ça pourrait être intéressant, Callium phosphoricum. Voilà. Et dans les choses qui, pour moi, sont importantes pour le sommeil, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Quelle est mon hygiène de vie? Et puis, à quelle heure exactement je me réveille? Enfin, nous, on a besoin de précision en homéopathie, hein, pour pouvoir donner le bon remède. Et je pense aussi faire attention, parce que des fois, je vois des gens qui se réveillent justement à 4 heures du matin et qui disent, mais je comprends pas, je prends de la mélatonine. Mais la mélatonine, c'est pas pour la réveil à 4 heures du matin. Donc, je vois beaucoup d'erreurs comme ça, hein. La mélatonine, c'est pour l'endormissement. C'est plutôt la dopamine qui va poser des problèmes. Donc, on peut rediscuter après, évidemment, sur les hormones du sommeil. Et je m'aperçois que les gens les connaissent pas. Voilà. Il y a vraiment beaucoup d'erreurs faites parce que tout le monde pense que la solution, c'est la mélatonine, mais c'est pas la solution. Oui, bah, c'est vrai que comme en plus c'est vendu comme ça en pharmacie, la Voilà. plupart des personnes qui se disent bah non mais je veux pas prendre de somnifères, ils vont forcément se rabattre sur la mélatonine, mais sans vraiment comprendre Mmh. comment ça se passe et puis voilà ce qui se passe dans le corps et à quel moment on en a vraiment besoin. Donc c'est intéressant que tu mettes le doigt là-dessus, Mmh. effectivement. Et puis j'imagine que ce qui compte aussi, ça va être dans quel état on se réveille, mais tu l'as déjà pointé Mmh. du doigt tout à Ouais. l'heure, c'est-à-dire que on se Fatigué. réveille peut-être à 3 heures, à 4 heures ou à 5 heures, mais est-ce qu'on a chaud? Est-ce qu'on se réveille pour aller uriner? Est-ce que ça, c'est vrai que c'est toujours important de le rappeler. Moi, c'est quelque chose que je répète régulièrement. C'est le fait d'être vraiment connecté à ses ressentis, à ce qui se passe pour nous. C'est pas juste je me réveille la nuit. Voilà, Parce que c'est ça. qu'on soit dans une démarche avec un professionnel, avec un coach, avec un thérapeute, peu importe, mais c'est important de pouvoir savoir ce qui se passe pour nous, pour ensuite pouvoir adapter au mieux les choses. Voilà, c'est ça. Prendre le temps de réfléchir sur soi. Eh oui. Et de se dire bah, comment je suis exactement avant, pendant, après mon sommeil. Effectivement, ça questionne beaucoup. Et en tout cas, moi, dans les gens que je rencontre en consultation, et je pose toujours la question du sommeil, c'est impressionnant les gens qui ont des troubles du sommeil. C'est impressionnant, quoi. Donc, du coup, je réalise ma chance de bien dormir. Je me dis, c'est fou. Enfin, c'est très fréquent. Est-ce que vous dormez bien? La réponse, bah non, pas du tout, quoi. Donc, on Ouais, s'aperçoit ouais, mais qu'il c'est un petit peu comme un mal oublié, y a... c'est-à-dire que tant que c'est pas complètement catastrophique, on se dit que bon, ça doit être plus ou moins normal, puis de toute façon, pour le voisin et pour le conjoint et puis pour les parents, c'est à peu près la même chose. Mm, Et donc, finalement, le cadre de référence, il n'est pas mm, propice à bien se positionner. oui, oui. Mais moi, ton feedback, il est super intéressant parce que de mon point de vue, tu vois, je me dis tout le temps, bah, il y a un biais forcément, puisque les personnes qui viennent me voir, c'est pour cette raison-là en particulier. Donc finalement, bah, ça me conforte Oui. dans ce que je vois et dans ce que je constate de façon empirique. Comme quoi, oui, effectivement, les troubles du sommeil, ils sont quand même vraiment, vraiment très, très présents. Très fréquent. Et j'ai une dernière question et après, je te laisse le mot de la fin. Euh, Par rapport justement à ce que tu as évoqué, les remèdes, l'hygiène de vie, etc., on est d'accord que si la personne, elle prend un remède, mais qu'elle fait aucun ajustement dans son hygiène globale qui a pu amener à la situation, le remède fini, la personne, elle risque de se retrouver avec les mêmes Oui, symptômes. oui. Ou alors, est-ce que ça va quand même tenir dans le temps? Et Non, puis, elle non. va refaire ça peut-être une fois par an et ça va suffire. Enfin, Non, non, tu il vois, dans faut, quel état d'esprit la première chose, c'est les privations de santé. La première chose, c'est ça. D'abord, j'ai une bonne hygiène de vie, je vois ce qui va me poser problème, et puis l'homéopathie va m'aider en plus. Mais il n'y a pas l'histoire de la petite pilule magique qui va tout rééquilibrer. Ou alors, l'homéopathie, ce qui est marrant des fois, c'est que ça peut faire prendre conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens se disent, OK,
Il y a comme un champ de conscience qui s'ouvre et OK, bah, je vais arrêter les écrans, je vais faire attention à ce que je mange le soir et je vais mieux dormir. Il y a aussi cette idée-là, quoi. Quelqu'un, Nux vomica qui est justement, surmené, a pu pouvoir, de lui faire prendre de l'homéopathie, il va baisser d'un cran, il va être moins excité par le travail, il va réaliser qu'il faut quand même qu'il se couche plus tôt, puis il va se dire bon c'est vrai je suis trop sédentaire, faudrait peut-être que j'aille au travail en vélo par exemple. Et il y a des choses qui vont se réaliser et c'est vraiment une harmonisation, hein. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, j'adore vraiment ton approche. Je trouve que c'est très, très intéressant. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui me disent justement quand on fait ce questionnaire d'anamnèse que je fais aussi, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas le choix quand on veut travailler Mmh. sur le terrain. Il faut forcément prendre ce temps-là. Et qui me disent, mais en fait, rien qu'en répondant à vos questions, je me rends compte des choses. Certaines personnes vont répondre à un questionnaire en amont. Enfin, je te passe les détails. Et ils me disent, mais en fait, Aurélie, rien qu'en ayant répondu au questionnaire là que vous m'avez envoyé, il y a déjà plein de choses qui se sont éclairées pour moi. Et c'est vrai que quand on démarre les accompagnements, que les gens répondent à mes questions, j'ai encore rien dit, j'aurais pas proposé de feuille de route ni rien. Et ils sont déjà en train eux-mêmes de se trouver les réponses aux questions finalement qui se Mmh. posaient. Donc, comme quoi, le mot-clé que tu as dit tout à l'heure, c'est de rendre les gens autonomes. Et je pense que ça passe aussi par là. Mmh. Et je trouve que c'est extrêmement, extrêmement important. Bon, Aurélie, je te laisse le mot de la fin. Et puis je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Quel est ton dernier message pour les gens qui nous écoutent là aujourd'hui? Alors le dernier message pour les gens qui nous écoutent, sur le sommeil en tout cas, c'est qu'il y a des solutions. Je pense et que ce que je me rends compte moi, c'est que chacun a sa solution. Il y a l'homéopathie existe, mais c'est pas toujours l'homéopathie, bien évidemment et c'est vraiment à chacun de se prendre en main, de se dire: «Bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon sommeil?» Mais en tout cas, je peux pas rester avec des insomnies permanentes puisque ça nuit quand même gravement à la santé. C'est très important de prendre son sommeil en main et d'aller trouver des solutions. D'être plutôt Merci positif. beaucoup. Merci beaucoup Aurélie. Je te souhaite une très belle continuation. Et Merci. puis, avant qu'on raccroche, dis-nous où est-ce que les gens peuvent te retrouver, justement, s'ils veulent participer à tes ateliers Alors les ou les ateliers, formations que tu peux faire en ligne. ah oui, bah j'ai déjà les ateliers en ligne, bah, il suffit d'aller sur le site internet de la maison d'édition Exuvie, où on retrouve, toutes les formations, dont la formation d'homéopathie familiale. Et puis alors moi je fais des ateliers, mais il faut m'écrire un mail en fait, mais on me retrouve, hein, tout simplement sur, j'ai un mail Gmail qu'on retrouve sur, Google, Aurélie Collin homéopathie. Ouais, je suis en Lorraine, donc Aurélie Collin Lunéville, parce que je suis à Lunéville en Lorraine et on me retrouve très facilement. Et puis comme ça, bon, après je fais des ateliers d'homéopathie en Lorraine, j'en fais un petit peu aussi à Dijon. Et puis j'en fais aussi dans le sud de la France, à Marseille. Donc Ah je ok. voyage beaucoup. Ah oui, effectivement. Voilà. C'est pas la porte à côté. Bah écoute, de toute façon, dans le descriptif du podcast, je mettrai les liens qui renvoient Mmh. vers toi, je mettrai ton adresse mail, je mettrai, voilà, pour comme ça, tout sera Mmh. centralisé. Et si les gens veulent aller plus loin avec toi et découvrir plus sur l'homéopathie, ils pourront facilement te contacter. Mmh. Merci, Aurélie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à soutenir mon travail sur le podcast, sur la chaîne, selon là où vous avez regardé cet épisode. Pensez donc à vous abonner, à liker, à partager. C'est vraiment essentiel pour le bon référencement de cette chaîne et pour que le contenu que je vous propose semaine après semaine puisse être le plus accessible et le plus vu possible. Je vous mets en descriptif de la vidéo, en descriptif du podcast également, tous les liens qui ramènent vers le travail d'Aurélie Collin que je vous invite à suivre si vous voulez rentrer en contact avec elle et aller plus loin sur le sujet de l'homéopathie. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast.